Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Je m'appelle Chloé de Kint. Je suis donc responsable clientèle au sein de l'équipe MyCO2 chez Carbone 4. Aujourd'hui, le sujet de notre webinaire, c'est décarboner son activité, un enjeu avant tout humain. Euh, Pourquoi le choix de ce sujet? Chez Carbone 4, on accompagne depuis 2007 la transformation des organisations vers la décarbonation, l'adaptation au changement climatique, et puis depuis quelque temps aussi la restauration de la biodiversité. Carbone 4, c'est vraiment imposé comme un acteur de référence d'un point de vue expertise et rigueur méthodologique depuis un certain nombre d'années. Mais en travaillant donc au contact de multiples acteurs, notre constat, c'est que cette transition, elle ne peut pas être abordée uniquement d'un point de vue technique, mais elle doit prendre en compte les enjeux humains. Euh, on a essayé de synthétiser ces enjeux humains en trois points que l'on va aborder aujourd'hui tout au long de ce webinaire. Le premier, c'est la question de la gouvernance. Comment structurer son organisation pour impulser les transformations nécessaires à tous les niveaux de l'organisation. Le sujet de la montée en compétences, donc comment on va pouvoir former, outiller les collaborateurs dans leur métier. Et puis enfin, le sujet de l'adhésion, donc comment on va embarquer l'ensemble des collaborateurs pour que ce soit un mouvement qui soit globalisé au sein de l'organisation. Donc ces trois thématiques, on va les aborder en sollicitant le témoignage de deux de nos clients avec lesquels donc on travaille depuis de nombreuses années, qu'on a accompagnés sur un certain nombre de sujets. Et on trouve ça d'autant plus riche d'écouter leur retour d'expérience concret et puis les apprentissages qu'ils ont pu tirer. Donc aujourd'hui, on accueillera quatre intervenantes. Céline Lalanne, donc, qui est responsable de la durabilité chez Tudor, donc au sein du groupe Rolex, accompagnée par Clémence Gillier, qui est chargée de projet durabilité. On accueillera également Anaïs Zinc du groupe Ager, qui est donc Environmental Sustainability Senior Manager. Et puis, côté Carbone 4, je serai donc accompagnée de Juliette Tech, qui est la directrice de la Carbone 4 Academy. Aujourd'hui, rapidement, le déroulé de ce webinaire. Dans un premier temps, on va vous proposer de faire connaissance au travers de quelques questions qu'on va vous poser sur l'outil Mentimeter. Je vous expliquerai juste après. Je laisserai ensuite la parole à Juliette pour prendre un petit peu de hauteur sur ce que l'on entend par ces enjeux humains et comment nous, on les perçoit chez Carbone 4 et vous expliquer comment on y répond au travers de nos offres, notamment de la sensibilisation chez MyCO2 et puis de la formation au sein de la Carbone 4 Academy. Et nous laisserons ensuite la parole à nos intervenantes qui vont partager leur retour d'expérience et leurs apprentissages. Et puis enfin, vous aurez l'opportunité donc de poser l'ensemble de vos questions aux participants d'aujourd'hui. Donc pour débuter, je vais vous proposer de vous connecter à l'outil Mentimeter. Pour ça, vous allez donc pouvoir soit vous rendre sur le site menti.com et renseigner le code que vous voyez à l'écran ici, ou bien si vous êtes sur smartphone, vous pouvez simplement scanner le QR code qui s'affiche. Et puis, je vous invite, une fois que vous êtes connecté et que tout fonctionne, à mettre un petit pouce ou un cœur pour que je puisse avoir une idée du nombre de personnes qui est connecté. Je vous laisse quelques secondes pour rejoindre l'outil. Et le code sera de toute façon toujours affiché en haut de votre écran. Donc vous pourrez rejoindre le Menti à tout moment. Ok.
On peut, je pense, afficher la première question. Première question, donc on vous pose ici la question de savoir quel est votre secteur d'activité. Donc on voit déjà les personnes qui commencent à répondre. Donc pas mal de personnes du secteur de l'assurance, finance et conseil. Euh, voilà, ce qui est assez en ligne avec les clients aussi que l'on accompagne au sein de Carbone 4. Vous êtes assez nombreux aussi du secteur de pharmaceutique, Industrie chimique, métallurgie, ouais, mais industrie en général. industrie en général. Donc une répartition assez, en tout cas, pas mal de secteurs d'activité représentés aujourd'hui dans l'audience. On va attendre quand même que les personnes se connectent. Aussi de commerce et vente en ligne, à peu près au même niveau que l'agriculture, territoire alimentaire. Donc c'est intéressant de voir que voilà, ces sujets touchent l'ensemble des secteurs d'activité et que vous êtes toutes et tous présents pour ce webinaire. On a une deuxième question à vous poser. Dans quel type de structure vous travaillez? Donc, est-ce que vous êtes indépendant, plutôt structure PME, ETI ou des grands groupes ou bien des associations, de l'éducation? Donc, on voit ici une majorité de grands groupes, mais une représentation aussi équivalente de tous les types de structures. Donc, c'est super aussi de voir que voilà, c'est un sujet qui à la fois touche les grandes organisations, mais aussi les entreprises de toute taille. Et on voit aussi hein, les associations, le secteur de l'éducation et des administrations qui est présent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous questionner ici sur votre niveau d'avancement sur les sujets de décarbonation. On a listé ici quelques points clés que l'on mène chez Carbone 4 dans l'accompagnement de nos clients. Et donc, on vous propose de vous situer sur ces différentes affirmations. Est-ce que c'est des sujets que vous n'avez pas encore débuté ou bien est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez déjà un bon niveau d'avancement, voire qui sont complètement réalisés? Là, on va vous laisser le temps de répondre Oui, on va parce vous que ça laisser le sera temps de vraiment répondre. intéressant d'analyser les résultats. Donc, on voit globalement que de manière générale, vous êtes plutôt avancé hein, sur l'ensemble des sujets. Bon, le calcul d'empreinte carbone, qui globalement est un sujet qui a l'air d'être plutôt d'actualité pour l'ensemble d'entre vous, qui s'accompagne quand même dans une majorité des cas du coup d'un plan d'action. On voit que les sujets du coup humains qui seront l'objectif de notre webinaire sont un petit peu en dessous. L'embarquement du COMEX, la formation des équipes et puis ce côté adhésion, donc le fait que le sujet soit transversal dans les équipes. Donc voilà, on voit ici que le point en tout cas qui a l'air euh, d'être d'être un petit peu en retrait par rapport aux autres, c'est la formation et la montée en compétences des équipes. Donc, ce serait intéressant de voir comment nos témoignages, enfin les témoignages de nos clients pourront peut-être vous éclairer sur ce qu'ils ont pu mettre en place. Euh, je vous propose que l'on avance et je vais donc, avant que l'on rentre donc, dans cette phase de témoignage, je vais laisser la parole à Juliette. Euh, pour vous exposer notre vision des enjeux humains chez Carbone 4 et la manière dont ils s'imbriquent avec les enjeux de décarbonation. Et puis, donc, vous introduire les offres que l'on propose pour accompagner nos clients sur ces thématiques. Je vais prendre la main. Alors, bonjour à tous et tous. Donc, je suis Juliette Eck, je suis la directrice de la Carbone 4 Academy. Donc, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau webinaire. Et donc, effectivement, avant de passer la parole pour nos témoignages, quand on parle souvent de projets de transition écologique, ce sont souvent des projets d'ampleur, qu'on parle souvent de transformation dans l'organisation. Et donc, ça nous a semblé intéressant de vous partager le résultat d'une étude récente
sur ce genre de projet de grande ampleur, donc, qui a été réalisé par McKinsey en 2023, et donc qui s'intéresse aux grands projets de transformation dans les entreprises notamment, et qui illustre que seulement 23% de ces grands projets apportent les bénéfices escomptés qu'on espérait au départ, et qui viennent illustrer 4 clés de succès, mettre en avant 4 clés de succès. Le premier, c'est fixer une orientation claire. La deuxième, c'est visibiliser l'implication de la direction, identifier et développer les compétences qui sont nécessaires. Donc là, on voit bien le volet formation qui arrive, et accompagner l'appropriation du changement. Donc, c'est intéressant de voir que quand on parle de transition écologique, on parle très souvent de sujets techniques. C'est ça qui prime dans les débats, mais en fait, les sujets humains sont tout aussi importants. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment l'illustrer dans ce webinaire. Et donc, quand on parle un peu plus concrètement de l'appropriation du changement dans l'organisation, donc sans rentrer dans des grandes théories du changement, notre expérience au sein de Carbone 4, c'est à travers le travail qu'on a fait auprès de nos clients, c'est qu'il y a 4 grands facteurs clés de succès. Le premier, bien sûr, et ça ne vous surprendra pas, hein, c'est les connaissances. C'est pas parce qu'on entend énormément parler de l'écologie à la radio ou à la télé qu'on comprend vraiment les racines du problème. Un client me partageait récemment que dans son entreprise, tout le monde a un avis sur l'écologie. Et je pense que c'est peut-être un constat que vous partagez. Tout le monde a son avis sur qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, est-ce qu'une solution est bien, est-ce qu'une solution n'est pas bien, etc. Donc c'est quand même vraiment important de faire le tri dans tout ça. Et donc les fondamentaux du problème doivent être partagés. Pardon, il n'y a pas de souci. Et en plus de notre expérience, eh ben, on apprend d'autant plus que ça fait le lien avec notre quotidien et qu'on ne parle pas que de choses théoriques. Et donc, on a fait un énorme travail au sein de Carbone 4 et avec l'équipe MyCO2 sur l'empreinte carbone personnelle pour simplement concrétiser ces notions dans ce qu'on vit tous les jours. Et trop souvent, bien trop souvent, eh ben, on s'arrête là, sur cette première brique de connaissance. Parce qu'on est toujours un peu dans la théorie que l'information égale l'action, l'information égale le changement. Or, la sociologie nous montre que c'est rigoureusement faux, parce que nous, les humains, on est des animaux en quelque sorte sociaux, et donc on évolue aussi en groupe, en collectif, et donc ce n'est pas l'information qui fait l'action. Au contraire, les sciences comportementales nous apprennent même que quand on fait face à des informations qui sont très inquiétantes ou une réalité qui devient trop insupportable, eh bien, ça peut susciter plus de paralysie, de déni, voire d'inaction, et parce que tout simplement, notre cerveau, il est très bien fait et il cherche à nous protéger. Donc, ce premier volet, il est indispensable, mais il n'est vraiment pas du tout suffisant, et donc il faut travailler sur d'autres conditions. La première, c'est l'envie d'agir, c'est-à-dire la désirabilité, parce que ça ne suffit pas de savoir. Pour changer, il faut avoir envie de changer. Et donc, c'est très, très important d'illustrer quels sont les bienfaits, qu'est-ce que nous apporte la transition écologique, qu'est-ce que ça nous pousse comme intérêt individuel et collectif. Et donc, ça me permet de comment vous présenter, de mettre la lumière sur le travail fabuleux d'une structure qui s'appelle Parlons Climat, qui sont un groupe de sociologues et qui étudient les arguments qui sont pertinents pour toucher différents publics en fonction de leurs valeurs. Et donc, par exemple, il y a des groupes de valeurs au sein de la société qui sont très sensibles à des arguments tels que la souveraineté énergétique ou le développement de l'innovation et du Made in France quand on parle de transition, alors que d'autres groupes de familles vont être beaucoup plus sensibles à la protection de la beauté de la nature, une meilleure santé, un meilleur cadre de vie. Voilà, donc travailler sur la désirabilité du projet de transition, c'est vraiment extrêmement important. Qu'est-ce que ça nous apporte? Une fois qu'on a envie d'agir, il faut quand même savoir comment on peut agir. Donc là, on a utilisé le mot d'éclaircie parce que, comme on le sait, hein, le contexte actuel est très, très sombre. Donc, dans tous ces nuages, c'est important d'identifier d'où vient la lumière et donc quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, comment je peux avancer et aussi en fonction de mon métier, comment est-ce que je peux prendre les bonnes décisions. Et donc là, c'est là où on touche le domaine des compétences. C'est-à-dire qu'en fonction de son métier, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux évaluer l'impact environnemental d'un projet? Comment est-ce que je peux avancer? Et enfin, ça ne s'arrête pas là parce que même si on sait quel est le problème et ce qu'on a envie d'agir, qu'on sait qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pas pour ça qu'on va le faire. Qu'est-ce qui va nous pousser à faire ce premier pas? Et donc, c'est la dernière brique qui est l'encapacitation, c'est-à-dire se sentir capable d'agir et faire ce premier pas. Et là, pour nous, on en est convaincus, ça ne peut se faire qu'au niveau collectif parce qu'il faut qu'il y ait un alignement entre ce qu'on va demander aux gens dans leurs objectifs individuels, financiers, de rentabilité, etc., et les objectifs de transition. Et
sans cet alignement, eh ben, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc, il faut que ça s'inscrive dans une stratégie de groupe et dans la stratégie de l'entreprise pour que les individus, in fine, bah, fassent ce premier pas et mettent en œuvre tout ce qu'ils auront appris à faire. Et donc voilà, donc c'est pour répondre à tous ces enjeux qu'on a travaillé sur beaucoup de formats d'ateliers et de formations. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous représenter peut-être quelque chose que vous connaissez moins bien de Carbone 4, qui est donc nos activités de sensibilisation et de formation pour accompagner l'adhésion et la montée en compétence des individus et des équipes autour vraiment de notre excellence méthodologique, mais qui s'intéresse aux humains derrière les costumes, si vous me permettez la formule. Et donc, pour vous en dire un tout petit peu plus, donc, par rapport aux activités de MyCO2, donc ça, c'est vraiment la sensibilisation et l'adhésion. Donc, ce sont des ateliers qui permettent aux gens de réfléchir aux solutions de la transition en s'appuyant sur leur empreinte carbone personnelle. Et donc, tous ces formats que vous voyez à l'écran sont des formats qui sont très bien pensés pour être engageants, qui sont ludiques et qui permettent d'ancrer les connaissances dans le vécu un peu réel des gens. Et on a des retours vraiment excellents sur le fait que ça permet aux gens vraiment d'adhérer en fait au sujet parce que ça leur parle, tout simplement. Et pour ce qui est de la formation et du passage à l'action, on a développé du coup la Carbone 4 Academy, qui permet de partager les méthodologies et les outils qui sont indispensables pour agir en entreprise en fonction de son métier, donc avec des briques fondamentales comme ce que vous voyez à gauche sur le climat et la biodiversité, les outils et les méthodologies de référence qui permettent d'avancer comme l'empreinte carbone et l'analyse des risques physiques, des risques climatiques au sens large, et des choses qui sont plus adaptées à certains métiers comme des formations pour le secteur de la finance, par exemple, ou des formations sur la supply chain. Et ça, ce sont donc du coup des formations un peu socles, les socles fondamentaux de la transition. Et on a des formats sur mesure qui misent aussi énormément sur l'intelligence collective et la facilitation pour impulser le changement, parce que comme on vient de le voir, certes, il faut travailler sur les compétences des individus, mais la mise en mouvement, elle ne peut être que collective. Et donc, d'où on a développé ces méthodologies qui sont très basées sur l'intelligence collective et un mélange d'expertise et de facilitation. Voilà, et donc ça me permet de repasser la main à Chloé pour vous poser une dernière question avant qui permet de faire le lien avec nos témoignages. Et je vais couper mon micro. Donc, je vous propose de retourner sur le Mentimeter. On a mis ici trois cas de figure que nous, on rencontre souvent chez les organisations que l'on accompagne. Et donc, on voulait vous poser la question pour savoir si c'est aussi des besoins que vous avez dans votre organisation. Je dois mobiliser mon COMEX, je dois en capaciter mon équipe projet, je dois diffuser la culture au sein de mon organisation. Donc, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous êtes vraiment au stade de démarrage ou est-ce que vous avez déjà pu mettre en place certaines choses sur ces trois enjeux-là? Donc, on voit à peu près que c'est des sujets qui sont abordés, euh, en tout cas de manière équivalente sur les participants. Ce que je vous propose, c'est de passer au témoignage de nos clients pour donner une vision concrète et des retours d'expérience sur la manière dont ça a pu être mis en place concrètement dans des organisations. Et peut-être que ça pourra vous éclairer aussi sur cette trajectoire que vous menez dans votre propre entreprise. Donc, on va laisser la parole à nos clients. On va débuter donc, par le témoignage de Céline Nanan et de Clémence Gillier, donc de l'entreprise Tudor, qui fait partie du groupe Rolex. On travaille ensemble donc depuis 2 ans maintenant. Vous avez donc merci beaucoup d'avoir accepté de partager aujourd'hui votre expérience à la fois sur les sujets de décarbonation et puis aussi ce qui a pu être mené en commun avec Carbone 4. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien donc, vous présenter, nous dire peut-être quelques mots sur l'entreprise Tudor et puis voilà, nous dresser un petit peu l'état des lieux de votre stratégie en interne sur ces sujets de durabilité. Très bien, merci beaucoup Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est ravis de pouvoir contribuer à ce webinaire pour témoigner de notre expérience, courte expérience malgré tout, puisque le service durabilité a été créé en janvier 2023. Donc, on va bientôt fêter nos 2 ans.
mais ça reste malgré tout un retour encore assez court. Mais malgré tout, pendant ces presque 2 ans, il y a quand même eu un grand chemin de fait. Avant de rentrer trop dans le détail, en ce qui concerne le service, j'ai commencé seule en janvier 2023. Ensuite, un autre collaborateur m'a rejoint en novembre 2023. Et ensuite, Clémence, qui accompagne également ce webinaire et qui prendra la parole tout à l'heure, nous a rejoint en juin 2024. Voilà, donc on est aujourd'hui 3 pour une taille d'entreprise, pour vous donner une notion un petit peu, 3 personnes au service durabilité pour une entreprise qui fait à peu près 260 personnes. Voilà. Comme l'a dit Chloé, on fait partie d'un groupe, du groupe Rolex. Les 2 marques produisent des montres. Voilà. Donc, en termes de premiers pas qui ont été faits, donc moi, quand j'ai intégré cette marque, j'avais passé déjà 15 ans au sein du groupe Rolex, donc je connaissais assez bien l'environnement. Par contre, les thématiques qui étaient propres à, par exemple, la mesure d'empreinte carbone, c'est un exercice auquel je ne m'étais jamais frottée. Donc, du coup, j'ai sollicité Carbone 4 pour pouvoir me former à cet exercice-là. Sans dire de pouvoir être complètement autonome dans la réalisation de l'exercice, mais en tout cas d'en comprendre les tenants, les aboutissants, les principales étapes. Voilà, donc on s'est fait ensuite accompagner pour le calcul en tant que tel, mais ça m'a permis d'interagir justement avec la société qui nous a accompagnés de la manière la plus professionnelle possible. Voilà, et puis cette mesure d'empreinte carbone, elle ne se fait pas de manière complètement seule. On a besoin forcément que tous les services contribuent parce qu'il y a une phase de collecte de données qui est assez importante. Et c'est là, en fait, où on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait onboarder les gens pour qu'ils comprennent quel allait être leur rôle et finalement pourquoi on faisait ça. Donc, c'est à ce moment-là que la mise en place d'un séminaire avec les membres du COMEX a été discutée avec la société Carbone 4. Et donc, on a passé une journée avec deux personnes qui ont animé une fresque du climat. Et ensuite, on a déroulé l'atelier MyCO2 l'après-midi. Ça s'est très bien passé, à tel point qu'ils ont souhaité, notre directeur général a souhaité que l'ensemble des collaborateurs de la société puissent être formés à sensibiliser avec ces 2 outils. Donc, c'est ce qui nous a conduit ensuite à organiser une série de webinars où les gens se sont connectés pour pouvoir dérouler l'atelier MyCO2, donc calculer leur propre empreinte carbone. Et ensuite, on a eu une personne de chez Carbone 4 qui a été dépêchée chez nous pendant presque une semaine pour enchaîner des ateliers de fresques du climat. Et de cette manière-là, on a touché un public à peu près d'une centaine de personnes. Voilà, donc cette étape-là, elle a été extrêmement importante pour remettre dans le contexte tout ce qui allait être fait par la suite, c'est-à-dire la mesure de l'empreinte carbone, c'est-à-dire ensuite la construction d'une feuille de route climat, puisqu'on a besoin forcément que tous les départements soient impliqués et pas seulement alors à l'époque j'étais seule, mais aujourd'hui les 3 personnes du service durabilité. Et puis, un autre enjeu également qui a été hyper important pour nous, ça a été de travailler en collaboration avec le service ressources humaines. C'est-à-dire qu'ils ils ont été également premiers sponsors de la démarche, on va dire après le COMEX, mais dans le COMEX, on a également le responsable des ressources humaines. Et là, le service RH nous accompagne vraiment pour que ce soit pas uniquement le service durabilité qui tracte ces sujets-là, mais pour démontrer que finalement, c'est un sujet qui touche l'entier de l'entreprise. Et du coup, il nous accompagne aussi bien dans l'organisation, mais également dans les messages qui sont passés auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et en parallèle de ces ateliers fresques du climat et MyCO2, on a mis en place également des instances qui permettent aux gens de parler, pour pas être uniquement dans la communication top-down. Donc, par exemple, on a mis en place, et Clémence pourra en discuter un petit peu plus longuement tout à l'heure, des ateliers qui s'appellent les débats cafettes. Donc, on choisit un thème. Donc, on a établi un petit groupe pour choisir les thèmes de manière mensuelle. Et puis, on propose aux gens de participer à une discussion qui dure 30 minutes. C'est pris sur leur temps de travail. Donc, c'est pas pris sur des temps de pause ou le temps de midi. Et puis, c'est un moment d'échange où chacun peut amener son point de vue, ses idées sur une thématique. On a mis en place également, c'est un peu classique, mais des boîtes à idées ou à questions qui ont pas mal de succès
pour que les gens, si ils n'osent pas forcément venir nous voir directement, puissent poster des petits mots et puis du coup, on a un canal qui leur qui permette de leur répondre. Et enfin, un autre canal qui est également assez intéressant, on a créé une équipe Teams sur la base du volontariat. Les gens s'inscrivent et Clémence Hugo et moi, et toute personne qui est volontaire pour publier, on publie de manière hebdomadaire un article qui nous semble intéressant ou le résumé d'un livre ou un podcast pour essayer également que les gens s'intéressent au sujet de manière beaucoup plus large. Voilà pour cette première question, Chloé. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation et donc l'explication de la stratégie que vous menez depuis 2023. Vous avez également un point qui est notable dans la stratégie que vous avez mis en place, c'est que vous adressez à un public varié au sein de votre organisation. Vous avez des personnes qui sont au siège et également des personnes qui sont dans les usines de production. Euh, oui, et vous avez également fait face à ce que vous nous partagez, à un certain nombre de freins, que ce soit émotionnels ou organisationnels. Donc, comment dans la manière dont vous avez déployé ces différents formats de sensibilisation et de mise en mouvement, vous êtes adapté en fait au profil de vos collaborateurs et à la structure de votre entreprise? En fait, on a fait évoluer un peu le format entre les personnes quand on était au siège sur des parties beaucoup plus, des postes qui étaient beaucoup plus bureaux, et puis la manufacture, où là, effectivement, on touche un public qui est en production. Ce qui a été déployé sur le site de production, ça a permis de créer un atelier, et ça, on l'a fait en collaboration également avec MyCO2, un atelier où sur 3 heures, on arrive à dérouler et la fresque du climat et l'atelier MyCO2. Parce qu'en fait, on était contraint un peu par le temps qui pouvait être libéré pour ces personnes. Donc, autant pour le siège, on avait fait 3 heures fresque du climat et en plus MyCO2 à côté. Là, il fallait qu'on trouve une solution pour pouvoir rassembler ces deux ateliers en un temps qui était au total de 3 heures. Donc, je laisserai juste la parole ensuite à Clémence pour qu'elle puisse détailler un petit peu quelles sont les conditions de réussite quand même de ce genre d'atelier. Et l'autre élément, je pense, qui est hyper important aussi, c'est qu'on a travaillé la posture. Et ça, c'est quelque chose qui a été marqué de manière assez forte quand Carbone 4 est intervenu auprès du COMEX. C'est-à-dire, il n'y avait pas du tout de ton moralisateur ou donneur de leçons. Donc, on était vraiment dans un climat de bienveillance et de s'appuyer sur des faits scientifiques. Et nous, par rapport à là où on en était, il n'y avait pas de jugement de vous êtes en retard ou c'est un peu trop tard. Pas du tout. C'était beaucoup dans l'encouragement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment repris également dans le ton qui est donné à ces ateliers. Je pense que je peux laisser la parole à Clémence sur maintenant la partie un peu déroulement de ces ateliers, quelles sont les conditions un peu de réussite. Complètement. Merci beaucoup, Céline. Bonjour à tous et à toutes. Pour compléter, Céline, ce que tu disais sur le déploiement des ateliers du côté de la manufacture, ce qui est également ce qui est un élément un facteur de succès également, c'est la collaboration avec le responsable du site et puis des personnes clés au niveau du management qui sont finalement des ambassadeurs et qui sont notre voix puisqu'on n'est pas au quotidien sur place. Donc toutes les informations qui sont communiquées du côté du siège sont également communiquées du côté de la manufacture via ces ambassadeurs et puis des outils typiquement l'écran de la cafétéria qu'on va utiliser pour faire passer des messages. Ensuite, pour ce qu'il en est de l'atelier Focus Carbone, ce qui a été très intéressant pour nous, c'est de suivre ces 2 jours de formation avec Carbone 4 pour pouvoir, Hugo, donc c'est notre collaborateur, et moi-même, pour pouvoir animer ces ateliers de manière autonome et déployer cet atelier à grande échelle puisque
L'objectif, on a dit un objectif, c'est d'ici la fin de cette année d'avoir, sensibilisé l'ensemble des collaborateurs en leur ayant donné cet atelier et donc de pouvoir déployer en autonomie, à grande échelle, tout en gardant le concept, le format d'un groupe assez restreint puisque, il y a entre 10 et 15 personnes par groupe. Ensuite, pour ce qu'il en est de l'impact sur les équipes, on a trouvé ça très intéressant de combiner la fresque du climat avec l'atelier, Focus Carbone. Donc, comme le disait Céline, sur 3 heures de temps, c'est, extrêmement, condensé, mais ça marche très bien. Ce qui est intéressant, c'est que la fresque du climat, c'est, finalement, ça permet de donner une vision macro aux collaborateurs, donc, de comprendre, les, causes et les conséquences du réchauffement climatique et MyCO2 qui arrive juste après, ça permet d'avoir une approche plus micro, et puis, de donner finalement des outils, des leviers d'action aux collaborateurs au niveau individuel. La fresque du climat, toute seule, pouvant être un petit peu, anxiogène, et puis, on a, enfin, des retours. Moi, j'avais quelques retours, de personnes qui avaient suivi uniquement la fresque du climat et qui se retrouvaient un petit peu démunies en fin d'atelier parce que oui, ils avaient appris, finalement plein de choses, ils avaient compris plein de choses, mais ils savaient pas à leur niveau comment mettre, comment finalement, participer, à cette transition et ce qui est très intéressant avec cet atelier de focus carbone, c'est justement, que les gens puissent s'approprier le sujet à leur niveau et puis vraiment, comprendre ce que c'est finalement que, leurs propres émissions carbone et comment ils peuvent avoir un impact. Ensuite, pour, toujours en termes d'impact, sur les équipes, le fait d'animer ces ateliers, ça permet d'aligner le niveau de connaissance de l'ensemble, des collaborateurs, sur des faits qui sont, scientifiques. Comme, vous le disiez tout à l'heure, Chloé, c'est vrai que, souvent on se rend compte que, les gens ils ont leur avis sur les questions, de climat et en fait, le fait de partager tout simplement des données scientifiques, ça permet quand même de régler certains sujets assez rapidement et puis, de se baser sur des données, qui sont prouvées. Hem, Ça nous permet aussi de faire le pont entre les enjeux environnementaux d'un côté de la société, nos objectifs de décarbonation au niveau de Tudor et puis, ce qui peut être fait au niveau individuel et puis, on a pu voir, tout au long de l'atelier, c'est vrai que les émotions et puis les niveaux d'énergie, fluctuent et souvent en début d'atelier, quand on demande aux participants, comment ils se sentent, on demande toujours comment ils se sentent en début d'atelier et comment ils se sentent à la fin et souvent en début d'atelier, ils sont un peu sceptiques, ils attendent de voir, ils voilà, on sent qu'il y a une certaine, comment dire? Interrogation sur, finalement, ce qu'ils vont, en retirer de cet atelier et puis à la fin, on a énormément de personnes qui se retrouvent, qui partagent le fait que, voilà, ils ont appris plein de choses, que, ils comprennent mieux maintenant, ce qu'on fait nous au niveau de l'entreprise et puis la stratégie de l'entreprise parce qu'on lie ça à la stratégie de l'entreprise. Ça leur donne aussi envie de partager, ce qu'ils ont appris avec leur famille, avec leurs amis et finalement, voilà, ça permet de faire rentrer le sujet dans leur, vie personnelle toujours, sans et ce qui est très, très important, c'est, de pas avoir un ton moralisateur, de rester ouvert et voilà, les gens ça passe pas du tout le ton moralisateur et il faut comprendre aussi, se mettre à la place, des collaborateurs et puis tout le monde ne peut pas faire la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes ressources, financières, de temps, d'envie, de sensibilité personnelle pour pouvoir agir à tous les niveaux et je pense qu'il faut les mettre à l'aise par rapport à ça et le fait que déjà s'ils arrivent à faire des petites choses, c'est déjà ça et rien que d'avoir cette connaissance et de sortir de l'atelier avec une connaissance et c'est déjà, un gros, déjà un grand pas. Donc je dirais que dans l'ensemble, ça
l'atelier contribue à donner de l'énergie positive aux participants, de l'espoir aussi, et puis une certaine cohésion aussi bien au niveau des équipes, parce que ça leur permet d'échanger, de se rencontrer quand ils travaillent pas forcément ensemble, et puis également d'aligner nous ce qu'on fait au niveau durabilité, au niveau de la stratégie, et puis eux ce qu'ils peuvent mettre en place à leur niveau. Et un dernier point, le fait d'avoir ces connaissances, d'échanger sur le sujet, d'être ouvert à la discussion, et puis de leur dire que eux aussi finalement ils ont leur part, leur rôle à jouer au niveau individuel, mais aussi dans l'entreprise, et que on est à l'écoute, et ben ça leur donne aussi un sentiment de légitimité, et puis de aussi prendre un peu le ownership du sujet, et de pouvoir être proactif finalement sur des sujets qui touchent à leur travail. Et puis on a un exemple, on a quelques succès comme ça, où on a des collaborateurs qui viennent nous voir et qui nous disent: bon moi typiquement hier, on a une collaboratrice qui est dans le retail, et qui m'a invitée à un meeting avec un fournisseur, pour justement pouvoir aborder, donc entre autres de la collaboration, mais de pouvoir aborder ces questions de durabilité. Donc en fait, c'est intéressant de voir, et puis pour nous, c'est un gros succès, de voir que finalement, les équipes s'approprient le sujet, et que ça leur donne envie de faire des choses, et ça permet bien sûr de pouvoir avancer beaucoup plus loin, beaucoup plus vite également, parce qu'il y a cet engagement des équipes. Merci beaucoup Clémence pour votre retour d'expérience, à la fois sur la mise en place de ces formats de sensibilisation, et puis ce que vous en avez tiré aussi au sein de votre organisation. Peut-être une petite dernière question avant que l'on passe au témoignage suivant. Si vous aviez des conseils ou une recommandation que vous souhaiteriez communiquer à vos pairs suite à ce parcours que vous avez mené depuis 2 ans, voilà, quels seraient peut-être les trois conseils ou recommandations que vous donneriez? Le principe, la principale recommandation, c'est vraiment d'engager les collaborateurs à différents niveaux pour toucher différentes sensibilités. Donc ça rejoint ce que disait Céline tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on nous, on a, on partage des sujets d'actualité chaque semaine, on sensibilise via les ateliers, on forme via des modules de formation qui peuvent être assez généraux, mais également sur des métiers spécifiques. On met en place des moments de partage avec les débats cafettes, et on donne leur voix aux collaborateurs grâce à cette boîte à idées et questions qu'on a mise en place. Et chaque semaine, on répond à des questions, on met en avant des idées. Ces idées, d'ailleurs, une fois par an, elles sont partagées au directeur général, et on lui présente l'ensemble des idées pour pouvoir en mettre en place certaines. Et en fait, tout ça, ça permet déjà de garder une dynamique, et finalement qu'ils en entendent parler de ces sujets de durabilité toutes les semaines, et puis de leur faire comprendre aussi le fait qu'ils sont acteurs, et qu'on a besoin d'eux, et qu'on les écoute sur les différentes propositions qu'ils peuvent nous faire, parce qu'on ne voit pas forcément tout, et il peut y avoir des très, très bonnes idées qui peuvent être mises en place côté métier. Donc pour moi, c'est vraiment, donc oui, un des conseils principaux que je pourrais donner. Et puis le deuxième, c'est comme je le disais tout à l'heure, de ne pas avoir un ton moralisateur, parce que là, ça va avoir un effet contre-productif, ça braque les gens, et voilà. Donc il faut vraiment aussi, de notre côté, être dans l'ouverture et dans l'empathie de l'autre. Et enfin, le troisième point, c'est tout ce qu'on propose là, on le fait quand même sur le temps de travail des collaborateurs. Typiquement, les débats cafettes, c'est sur leur temps de travail. Donc, c'est pas sur un temps de pause.
et on pense que c'est extrêmement important d'avoir de proposer ces activités sur le temps de travail. Et enfin, pardon, un dernier point, c'est l'implication de la direction. Donc, bien sûr, si on n'a pas la direction qui est engagée, on va pas pouvoir faire grand-chose de notre côté. Donc c'est très, très important de pouvoir, avoir, l'ensemble de la direction, qui porte ces sujets-là également. Merci beaucoup. Je trouve que ce que vous avez mené depuis maintenant 2 ans, c'est un très bon exemple de comment l'adhésion des collaborateurs permet vraiment de soutenir la mise en place de projets de plus grande ampleur au sein de votre organisation. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé votre retour d'expérience et puis vos conseils aussi sur ce que vous avez pu mettre en place. Je vous propose maintenant euh, de laisser la parole à Anaïs Zinc, de l'entreprise Hager. On travaille avec Hager chez Carbone 4 depuis pas mal d'années, depuis 2020. On a, dans un premier temps, accompagné Hager sur l'élaboration d'un constat, donc un calcul d'empreinte carbone et d'une stratégie qui soit fiable pour mettre en œuvre les transformations nécessaires. Et puis, plus récemment, sur comment, en fait, on va diffuser cette stratégie au sein de l'organisation, donc la notion d'appropriation, au travers d'un certain nombre de formations, de conférences MyCO2. Et puis, si on zoome un petit peu sur la dernière année aussi, des formats sur mesure, on y viendra avec Anaïs. Mais voilà, une assez longue collaboration avec Hager. Donc Anaïs, peut-être je peux vous laisser de la même manière vous présenter, dire quelques mots sur votre organisation et puis voilà, sur ce que vous menez sur les sujets de durabilité. Oui, merci Chloé, merci pour l'invitation, volontiers. Donc, Anaïs Singh, moi j'ai repris le poste il y a 1 an environ, donc en management du Blue Planet Commitment. C'est notre politique environnementale. Et comme l'a dit Chloé, ça fait 4 ans qu'on travaille avec Carbone 4 qui a vraiment accompagné le début en fait de l'histoire de l'environmental sustainability, donc vraiment dans le pilier environnement du développement durable au sein de Hager. Alors je vais pas revenir sur l'historique parce que finalement quand j'entends l'histoire de Tudor, on est vraiment très proche sur la l'assimilation de ses connaissances au sein de l'entreprise, la formation sur le calcul d'empreinte carbone et tout ça. Et en plus, j'étais pas là quand ça a été fait, puisque c'est un historique un peu plus long de 4 ans. Mais quand j'ai repris le poste, toute cette acculturation était déjà faite, les gens avaient été globalement formés. On a eu des formations obligatoires, en e-learning sur ces sujets pour toutes les personnes dans l'entreprise, même les personnes, dans les usines ont été formées. Je l'ai pas dit, mais à Guerre, on a un groupe de 13 000 personnes, et donc globalement, il y avait quand même un bon niveau de connaissance globale, mais on arrivait à une certaine limite en termes de diffusion et de transformation réelle de ces théories en application sur notre application de notre plan d'action. Donc nos gros objectifs en termes d'environmental sustainability, c'est la décarbonation avec moins 25% sur le scope 3 et moins 50% sur le scope 1 et 2. Tout ce qui est data environnementale aussi, puisque c'est là où en fait ça va nous permettre à la fois de tracer la décarbonation, mais aussi c'est des demandes fortes de nos clients d'avoir de la data environnementale, qu'on puisse leur fournir pour eux, qu'ils puissent, décarboner leurs propres projets, leurs propres bâtiments, et puis la réglementation environnementale. Et donc il y a à peu près 1 an, il y a une communauté qui s'est structurée, alors les Blue Planet Champions pour, donner, le terme, qui sont, maintenant une vingtaine dans l'entreprise et c'est des gens qui sont vraiment dédiés à l'implémentation de la feuille de route environnementale au sein de leurs fonctions. Ce qui est,
un peu différent, enfin, ou en tout cas, ce que je trouve, très pertinent dans la façon dont on est organisé, c'est que ces personnes, elles ne me sont pas rattachées directement. J'ai une toute petite équipe de, on est 3. Par contre, ces personnes qui sont dédiées à cette implémentation de la feuille de route que j'écris, sont directement dans leurs fonctions et sont issues des fonctions. Ça veut dire qu'elles ont un vrai ancrage, dans la réalité de leurs fonctions et elles sont en capacité de comprendre, les enjeux de leurs fonctions et en même temps, elles ont une réelle expertise dans le domaine du développement durable et dans le domaine de l'environnement. Donc, la personne, par exemple, à l'engineering qui est en charge de l'éco-design, elle était engineer et elle a vraiment cette, expertise éco-design qu'elle a développée au fur et à mesure des années et c'est là où si je reviens, à l'introduction, les 4 points qui sont importants. Cette connaissance-là, on a la chance de l'avoir vraiment, le premier point qui était en haut du slide, hein, ancré, au sein des fonctions. Connaissance, développement durable, elle est diffusée dans les fonctions par les fonctions en elles-mêmes. Et ensuite, on a la chance d'avoir des gens qui sont engagés. Quand on a un poste qui s'ouvre, sur, ces questions-là, on a, pléthore de candidatures parce que c'est des sujets qui engagent les gens et où les gens sont extrêmement motivés pour travailler dedans. Donc, quand, je regroupe en fait ces Blue Planet Champions, c'est passionnant parce qu'on a en face, de nous des gens qui savent pourquoi ils sont là, qui savent ce qu'ils ont envie de faire, et qui savent pourquoi ils le font, tous les jours. C'est le 2e point et puis, l'encapacitation, le 3e, terme qui était, décrit au début, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur les ressources et mon prédécesseur qui avait le poste a beaucoup travaillé sur les ressources parce qu'on a ces 20 personnes qui sont là à temps plein, mais après à l'intérieur des fonctions, on a encore des relais qui font ça, en temps partiel. On a des eco-dev engineers, on a des personnes au sourcing qui vont être là en plus en fait de leur, travail quotidien, qui vont avoir cette casquette, environnement et qui vont être drivés par le Blue Planet Champions. Et puis, le comment agir, le dernier point, comment agir sur l'année prochaine, par exemple. On a dressé une feuille de route, j'ai écrit une feuille de route globale pour atteindre nos objectifs 2025, qui est déclinée par fonction et finalement, ça permet aussi aux fonctions de voir ce qu'elles ont à faire, comment elles vont le faire et surtout comment est-ce que tout ça s'est, imbriqué les uns dans les autres puisque finalement, l'éco-design ne peut pas travailler sans la data, mais du coup, il nous faut l'IT et le sourcing pour aller à la fois collecter la data, travailler, l'automatiser dans nos systèmes informatiques pour, la sortir, pour que l'éco-design puisse l'exploiter et faire réellement de l'éco-design. Donc toutes ces fonctions sont vraiment très imbriquées et on a une feuille de route globale qui nous permet de déployer le projet et que chacun sache ce qu'il a à faire, dans l'année, pour pouvoir avancer en commun sur cette feuille de route, globale. Voilà pour, notre organisation et puis, ce qui est en place actuellement. Et si je reviens donc un petit peu sur, donc par rapport à cette structure-là, vous avez donc les référents RSE, hein, qui sont vraiment de manière transverse dans les métiers. Donc il y a un enjeu fort à ce qu'eux-mêmes puissent embarquer leurs équipes dans les sujets de transformation. Comment vous les accompagnez? Comment voilà, vous contribuez au niveau de la direction à les outiller pour qu'ils puissent mener à bien ces projets-là? En fait, on va avoir 2 niveaux et c'est l'enjeu pour 2025, c'est, cette, diffusion plus largement que les personnes qui sont directement, intégrées dans le Blue Planet Commitment, donc notre projet environnemental. Ce que je leur dis à nos champions, c'est qu'à terme, on aura réussi si, nos rôles, nos fonctions ne sont plus utiles. C'est-à-dire si vraiment tous, les enjeux, stratégiques environnementaux sont intégrés à toutes les personnes de l'entreprise et qu'ils ont plus besoin de nous pour savoir quoi faire et comment faire. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu et c'est pour ça, que sur l'année prochaine, j'aimerais que ces personnes-là soient plus visibles au sein de leurs fonctions, pour pouvoir parler avec le même vocabulaire et que les personnes qui travaillent avec eux sur ces questions-là environnementales. Et c'est dans ce cadre-là que,
on les a formés il y a à peu près un mois avec Carbone 4 sur le module Parlons Climat, pour que finalement, quand ils se retrouvent face à des personnes qui vont être soit passives, soit dubitatives quant à ces enjeux-là, ils arrivent à trouver les bons arguments et globalement, on arrive tous à mettre les bons arguments pour embarquer le plus grand nombre dans cette feuille de route, parce qu'on a besoin de tout le monde en fait dans l'entreprise pour pouvoir y arriver. Et le deuxième levier qu'on a aussi, c'est que on a un steerco, donc un steering committee tous les 2 mois à peu près, avec des membres, donc 2 personnes, ce qu'on appelle nous le Vorstand ou le comité exécutif, le COMEX, donc 2 membres du COMEX, le directeur développement durable, le directeur qualité environnement, le directrice des achats, le directeur stratégique, et donc et les directions des ventes, diffus et projets. Donc tous les 2 mois, on fait un suivi de l'avancement de la feuille de route, on remonte les principaux points bloquants, et puis on prend aussi des décisions qui vont être stratégiques, comme le niveau du prix carbone qu'on souhaite mettre dans l'entreprise pour pouvoir tester nos projets et comparer nos projets. Donc ça, c'est juste un exemple, mais tous les 2 mois, du coup, on a ce suivi aussi au plus haut niveau de l'entreprise de l'avancement de la feuille de route environnementale. Merci beaucoup Anaïs pour tous ces retours. Je trouve que un des éléments que je retiens vraiment de ce que vous avez mis en œuvre, c'est à quel point votre gouvernance est transverse, et vous avez à la fois un sponsor au niveau de la direction de l'entreprise, mais aussi une remontée vraiment des collaborateurs qui sont partie prenante au travers de workshops, d'ateliers de réflexion, de la transformation de leur métier. Donc je trouve que c'est voilà, un point très fort de la stratégie que vous menez chez Hager. Merci beaucoup pour votre retour. Je vous propose qu'on passe aux questions. On en a déjà pas mal qui sont posées dans le chat. Je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Alors, on a une question pour Céline. Comment avez-vous pu transposer l'atelier MyCO2 basé sur l'empreinte carbone personnelle sur la sphère professionnelle? Je pense que la question, c'est de dire donc comment ça, c'est le passage en fait où on amène de la connaissance aux gens quand on fait ces ateliers de fresques du climat ou bien d'ateliers MyCO2. Par contre, ensuite, il faut réussir à transposer ça quand même dans la sphère professionnelle. Et là, par contre, c'est l'autre levier de comment on amène de la compétence pour que les gens ils puissent s'approprier ces thématiques et les appliquer dans chacun de leurs métiers. Et je rejoins complètement ce que disait Anaïs sur le fait que finalement, la durabilité va pas réussir à porter l'ensemble des sujets. Elle peut accompagner, mais il faut absolument que les gens des métiers s'approprient ces thématiques-là. Et là, du coup, on monte on forme les gens. Donc, par exemple, il y a une formation éco-conception, Anaïs en parlait à l'instant, qui a été proposée à différents profils de l'entreprise récemment, pour que dans les phases de conception de produits, donc montres, mais pas que également, la partie écrin, la partie promotionnelle, la partie comment on conçoit également nos boutiques, les meubles qui reçoivent nos pièces, comment du coup on peut faire en sorte que ces produits-là prennent en compte les principes d'éco-conception. Donc en fait, il faut vraiment passer de la phase de j'amène de la connaissance aux gens, qui est importante pour un départ, pour une prise de conscience, à la transformation de j'amène de la compétence pour qu'ils puissent s'approprier ça et l'appliquer dans leur métier. Et comme Anaïs le disait à l'instant, finalement, notre plus grande victoire, c'est quand finalement ils n'auront plus besoin de nous, c'est que quand ces sujets-là seront tellement intégrés dans le code de chaque métier que finalement, ça deviendra une activité, quelque chose qu'ils feront de manière naturelle, comme ils peuvent aujourd'hui de manière très naturelle dans le domaine des achats, par exemple, consulter des fournisseurs, faire de la mise en concurrence, et ben là, s'intéresser au risque RSE, par exemple, que ce soit quelque chose qui soit complètement naturel dans leur pratique. Voilà, donc il faut faire très attention quand même de ne pas amener que la surface connaissance, qu'à un moment donné, il faut transformer ça dans les compétences métiers de chacun.
Et là, il faut s'adresser, du coup, il faut adresser des plans de formation qui soient adaptés à chacun des métiers qui sont nécessaires à faire avancer cette feuille de route. Et merci beaucoup, Céline, pour ce retour. J'ai une autre question qui sera plutôt dirigée vers vous, je pense, Anaïs. La question, c'est les Blue Planet Champions. Donc, sont-ils à plein temps sur ces missions et quels sont leurs incentives pour avancer sur les missions en question? Alors, hormis une personne qui n'est pas à plein temps dessus, sinon, là, oui, les 20-25 personnes qui travaillent dessus sont à plein temps sur ces missions. Et est-ce qu'ils sont incentivés? En fait, c'est comme un autre poste, c'est-à-dire que leurs objectifs sont en alignement avec notre feuille de route environnementale et ils sont incentivés sur leur atteinte de leurs objectifs. Je ne sais pas si ça répond à la Si, question. Ouais. c'est très clair. C'est très clair. Je pense que c'est une question peut-être qui vous donc, concerne toutes. C'est quels sont les principaux arguments que vous avez mis en avant pour convaincre le COMEX de sensibiliser les collaborateurs et de fait, quel est donc le niveau d'implication du COMEX dans ces transitions? Mm. Nous, le COMEX, clairement, il nous aide à dégager du temps aux collaborateurs pour justement qu'on puisse les former. Si ça devait être fait uniquement sur le temps à côté du temps de travail, forcément, on aurait très peu d'adhésion. Donc, les membres du COMEX, le directeur général dans un premier temps et ensuite l'ensemble de ces directeurs euh, doivent porter et être nos premiers sponsors pour que l'on puisse dégager du temps aux gens et échanger avec eux sur sur ces parties-là. Et également, l'autre point, c'est que dans les différents ateliers que détaillait tout à l'heure Clémence, ils y participent également. C'est-à-dire que les débats cafettes, eh bien, ils se mettent autour de la table et puis ils échangent avec les gens qui sont là et chacun a sa voix. Donc, il y a aussi un côté je m'intéresse au sujet, je le montre, je participe. Donc ça, c'est un élément également qu'on essaie vraiment de pousser et ils sont très volontaires ils sont très volontaires dans cette démarche-là. Ensuite, faut pas, voilà, le sujet de développement durable, c'est un sujet maintenant, on peut plus ne pas s'y intéresser. Donc, nous, on a créé cette structure en 2023, qui est voilà, quelque chose encore d'assez récent. Mais clairement, nous, au niveau du groupe, au plus haut niveau du groupe, c'est quelque chose qui est beaucoup poussé. Voilà, au-dessus de notre directeur général Tudor. Est-ce que Anaïs, vous avez des éléments complémentaires de votre côté chez Hager? Ouais, je pense que pour tout ce qui est formation, on n'a pas eu vraiment de problème à ce que le COMEX rende les formations obligatoires. Je pense que là où ça a été plus compliqué, c'est d'avoir des personnes dédiées sur le sujet et quand même un nombre de personnes conséquentes. Et là, clairement, en fait, c'est les clients qui nous ont beaucoup aidés. C'est-à-dire les demandes des clients, en s'appuyant sur les demandes des clients, la nécessité des clients qui nous demandaient de plus en plus de PEP. Pour ceux qui connaissent des produits bas carbone, tout ça. En fait, c'est vraiment c'est ça qui nous permet de porter nos projets et dire, vous voyez, en fait, c'est aussi une question business. Si on n'y va pas, on va perdre des parts de marché. Et puis la réglementation, répondre aux réglementations, c'est pas si évident. Ça demande aussi un investissement et ça a aussi permis d'avoir ces postes-là, en fait, de pouvoir répondre. Juste d'être dans la loi, quoi. Merci beaucoup. Il y a encore plein de questions super intéressantes. J'aimerais avoir le double du temps pour qu'on puisse toutes les poser. Je vais juste en poser une dernière et puis après, on arrive au temps imparti. C'est une question qui se dirige plutôt vers vous, Céline, sur la question de la formation. Avez-vous suivi des formations en amont de la création du service durabilité? Oui, alors non, j'ai pas suivi de formation particulière. Par contre, moi, j'ai travaillé dans mes précédents postes sur des sujets, par exemple, de traçabilité matière,
qui sont des sujets qui sont importants dans notre industrie. Voilà, donc en fait, c'est par ce biais-là que je suis arrivée sur cette thématique de la durabilité, mais j'ai pas suivi de formation et je pense que c'est quelque chose également qui peut parfois, c'est un témoignage qui peut peut-être décomplexer également certaines personnes, c'est que finalement, c'est par le biais de l'expérience de notre parcours professionnel, ben ça peut être également un atterrissage possible. Et ensuite, ben, bien sûr, il faut réussir à se faire accompagner correctement, à réussir à se projeter sur comment la stratégie durabilité peut s'intégrer également dans la stratégie de l'entreprise. Voilà, donc c'est des thématiques, bien sûr, qu'il va falloir porter, mais sans forcément avoir un diplôme universitaire spécifique dans ce métier-là. Merci Après, c'est sûr qu'un analyste environnemental, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de compétences techniques, hein. Voilà, mais c'est pas systématique. Merci beaucoup pour vos témoignages, d'avoir voilà, pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Il est 11h02, donc on va clôturer ce webinaire. Voilà, à la fois Juliette, moi et puis l'ensemble des équipes de MyCO2 et de la Carbone 4 Academy, on serait ravis d'échanger avec vous si c'est des sujets qui vous intéressent et qui sont d'actualité dans vos organisations. Donc voilà, on vous écrira un petit mail et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous le souhaitez. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Merci. Merci Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.